retour de Hama au pays, le climat politique nigérien prend une autre tournure, constitué des titres du Nouveau Républicain qui rapporte que décidément Hama Amadou, celui que l'on considère comme redoutable adversaire sur la scène politique nigérienne, a choisi sans nul doute le moment opportun de rentrer au bercail. C'est en tout cas, selon le confrère, ce que reflète l'accalmie dans laquelle il a été accueilli. Nombreux sont les politiques, adversaires comme compagnons, qui lui ont rendu visite à son arrivée, certains pour la présentation des condoléances et d'autres pour raviver la joie qui les anime, celle de revoir leur Hama en bonne et due forme, serein et imperturbable, gardant toujours le même sourire, tel celui d'un homme dont l'espoir est loin de s'éteindre comme le souhaitent ardemment ses adversaires. Le confrère note qu'il y a des observateurs de la scène politique qui pensent que si le chef du Modern Faloumana est rentré au bercail, c'est parce qu'il a épuisé toutes ses forces de recours, et il y a également ceux qui pensent qu'il est de retour simplement par crainte de se voir arracher les commandes du parti et aussi de voir l'effritement du parti. Le journal La Griffe lui note à sa une que même si l'intéressé a été conduit à la prison civile de Filingué 3 jours après son arrivée, nombreux sont les analystes qui s'accordent à dire que le retour de Hama Amadou est annonciateur d'une décrispation du climat politique nigérien, allusion faite au passage des personnalités du pouvoir au domicile de l'opposant. Le journal parle aussi d'un geste fort du président de la République Issoufou Mamadou. Même s'il ne s'est pas rendu à son domicile, le président de la République Issoufou Mamadou a aussi tenu à présenter ses condoléances à Hama Amadou. Il l'a fait à travers un appel téléphonique le dimanche 17 novembre 2019. Cet acte du président Issoufou Mamadou a été salué par de nombreux Nigériens qui n'ont jamais vu ou entendu les deux personnalités se rencontrer ou échanger depuis la rupture de leur alliance en 2013, rapporte toujours le journal, pour qui l'acte du président Issoufou Mamadou est d'autant plus fort qu'il est intervenu à un moment où l'opposant Hama Amadou observait le deuil de sa maman. Mais le républicain lui pense que Hama Amadou a adopté une stratégie à volo. Hama Amadou fait profil bas parce qu'il sait que c'est fini pour lui, écrit le confrère, qui ajoute qu'il est donc inutile de continuer à courir pour une cause perdue. Comme l'espoir fait vivre, Hama Amadou ne compte que sur la magnanimité de ses adversaires politiques pour se remettre en selle, rapporte toujours le confrère, pour qui c'est cela qui explique sa stratégie consiste à s'agenouiller pour quémander la mansuétude de l'autre. L'enquêteur, lui, s'est intéressé à la visite de l'avocat de Hama Amadou à Niamey. Il écrit en gros dans ses titres: l'avocat français de Hama Amadou en catimini à Niamey, une visite et des questions. Politiquement, Hama Amadou a vu des vertes et des pas mûres, de l'ombre à la lumière et vice-versa. De toute évidence, le journal écrit que le leader du Modern Faloumana n'est pas au bout de ses surprises. Que vient faire à Niamey son avocat français, maître François Serres, et pourquoi ce dernier a-t-il refusé de voir son client détenu à Filingué? Mystère, écrit le confrère, qui poursuit. Moins d'une dizaine de jours après son retour en prison, Hama Amadou apprend la venue de son avocat français à Niamey. Il faut le souligner, le leader du Modern Faloumana est littéralement tombé des nues. Pour cause, maître François Serres n'a pas prévenu son client de son arrivée au Niger. En vérité, ce dernier n'a pas atterri dans notre pays pour s'enquérir des conditions de détention du chef de file de l'opposition. Serres est là pour des affaires toutes autres, écrit le confrère, qui se demande si l'avocat serait venu défendre quelques intérêts qui seraient liés à des contrats avec l'État du Niger, ou est-ce un business personnel, ou représente-t-il des sociétés ou des lobbies internationaux? Quoi qu'il en soit, le confrère pense que l'avocat français est dans une posture suspecte aux yeux de nombre d'analystes. Les confrères se sont également intéressés cette semaine à cette question de dialogue politique inclusif. La roue de l'histoire se demande en gros dans ce titre à quand la reprise effective du dialogue politique. Car annoncé le 30 octobre dernier, la reprise du dialogue politique tarde encore à être effective, et pourtant toutes les garanties ont été données par le Premier ministre chef du gouvernement, président du Conseil national de dialogue politique CNDP, pour que le dialogue soit relancé dans les conditions souhaitées par tous les acteurs politiques nigériens. Toutes
tendances confondues. Qu'est-ce qui bloque encore la relance de ces pourparlers attendus impatiemment par l'opinion publique, s'interroge le journal qui note que s'il y a des avancées dans la transmission des listes, les différents représentants des acteurs définis dans l'arrêté du Premier ministre portant création, mission, composition et fonctionnement de la conférence des leaders des partis politiques en date du 1er novembre 2019, il n'en demeure pas moins que l'opposition reste figée dans une position de tergiversation, retardant du coup l'entame du dialogue tant attendu par les Nigériens. Qu'est-ce qui bloque? S'interroge de son côté le Courrier qui estime que les deux blocs de la majorité et de l'opposition sont dans une totale incompréhension et se rejettent mutuellement la responsabilité. L'échange de correspondance se poursuit avec ampliation aux grands témoins retenus dans le cadre du dialogue envisagé. S'il est clair que le président Issoufou ne veut prendre aucun acte formel pour la tenue de ce dialogue, laissant planer un doute sérieux quant à son engagement et à son adhésion au pourparlers, il est tout aussi clair que l'opposition entend d'abord arracher cette implication du chef de l'État car l'opposition estime que le président Issoufou doit nécessairement s'impliquer dans la tenue de ce dialogue politique parce qu'il s'agit avant tout pour lui d'une obligation constitutionnelle, précise le journal qui rapporte qu'à l'appui de son exigence, l'opposition évoque l'article 46 de la loi fondamentale. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Intéressons-nous à présent au troisième sommet de l'Afrique pour la paix et la sécurité. La roue de l'histoire nous apprend que c'est plus de 2000 participants qui sont attendus à Niamey. Le journal note que ce troisième forum continental africain pour la paix et la sécurité intervient dans un contexte sécuritaire inquiétant, notamment dans les pays du Sahel en proie aux groupes terroristes et aux crimes transnationaux avec des pertes en vies humaines, tant militaires que civiles, de plus en plus importantes, dont la dernière en date est celle de 13 soldats français qui ont perdu leur vie suite à une collision entre deux hélicoptères à la suite des combats contre des djihadistes dans le centre du Mali. Et à propos du même sujet, l'enquêteur pense que la noblesse des objectifs de la rencontre est indéniable car c'est lorsque la paix et la sécurité sont effectives que les objectifs de développement peuvent être atteints. Malheureusement, constate le journal, la paix et la sécurité désertent le Sahel à cause notamment des agressions armées de groupes terroristes et djihadistes qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos pays. Alors, en quoi cette rencontre sur les thématiques qui intervient après celle organisée récemment à Dakar sous la houlette du président Macky Sall permettra-t-elle de trouver une solution à cette grave crise sécuritaire au Sahel? S'interroge le confrère et c'est sous le titre Sommet de l'Afrique pour la paix à Niamey, quelle solution à la problématique djihadiste au Sahel? Parlons justement de l'insécurité dans la région de Tillabéri. Le Courrier nous apprend que ce sont les chefs de village qui sont visés par les bandits armés. Après s'être attaqués aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux innocents citoyens, les bandits armés passent à une autre étape de la terreur, l'enlèvement et l'assassinat des chefs des villages et de groupements. Le journal rapporte que les terroristes ne se contentent plus de les menacer. Désormais, ils les tuent. Ils seraient au nombre de 5, les chefs de village à être assassinés par les terroristes dans la dernière décade de ce mois de novembre 2019, nous apprend le journal pour qui ces chefs traditionnels, victimes de la haine, de l'ignorance et du mépris de la vie humaine, sont sûrement en train de payer au prix le plus cher leur refus de coopérer avec des voyous de tout acabit. Et pour finir, parlons toujours de la lutte contre l'insécurité au Niger. Qui a mangé ces 1700 milliards du budget de l'armée? S'interroge à sa une Le Monde d'aujourd'hui qui parle du business de l'insécurité. Tandis que des soldats tombent sous les balles ennemies, d'autres assis tranquillement dans des fauteuils douillés de Niamey s'enrichissent. C'est le soupçon lourd, selon le journal, qui pèse sur les responsables de la gestion de la sécurité au Niger. Le journal écrit que l'enrichissement subit de certaines personnalités ayant transité par le ministère de la Défense et des autorités publiques. Mais ça ne semble gêner personne au sommet de l'État où la lutte contre la corruption est pourtant sur les lèvres de façon continue, conclut le journal. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.